Hello les Nalédies, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission hors série numéro 9. La Nalédisso s'est rendue le 30 décembre dernier du côté de Suresnes pour la première édition du Whip Day organisé par Halima, Stacy et Nangalé. Donc un événement dédié aux femmes entrepreneurs, porteurs de projets ou dirigeantes. Au programme business, mindset, argent, mais aussi des conférences et talks dispensés par un panel d'entrepreneurs ambitieuses composé d'Adinaya, Lia, Inès et Célia, le tout modéré par Asitan Sissako. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'introduis cette émission avec le discours d'ouverture de Stacy, Halima et Nangalé. Bienvenue à toutes. Pour me présenter, pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Halima. Je suis la fondatrice de Mentorise, qui est un centre de formation qui va former à la création d'entreprises et au développement d'entreprises. Et du coup, j'ai eu l'honneur d'organiser cet événement avec deux co-organisatrices d'enfer, d'accord, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cet événement ait lieu et surtout que vous puissiez partir avec le maximum de shoots de motivation. Donc je vais les laisser se présenter. Merci Halima, mais t'as pas présenté Mentorise. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Mentorise. Elle nous a bien présenté, mais Halima, c'est la personne qui est à l'initiative de cet événement, parce qu'Halima, elle aime énormément donner. Et merci de nous donner encore une fois aujourd'hui, Halima. Du coup, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Nangalé. Moi, je suis experte en communication de marque et d'entreprise. J'ai eu l'honneur de travailler maintenant depuis plusieurs années avec Halima, maintenant depuis 3 ans, bientôt 4 ans. Et quand elle m'a parlé en fait de cet événement-là pour mettre en valeur les femmes de l'entrepreneuriat au pluriel, j'ai tout de suite accepté parce que clairement c'est une ambition que je partage avec elle. Et aujourd'hui on a envie de vous partager énormément de valeurs. Donc j'espère que vous êtes prêtes et que vous avez tout mis en place pour justement dès l'année prochaine, en tout cas je l'espère, viser les sommets. Voilà. Bonjour à toutes, moi c'est Duclos Stacy et comme Nangalé, ça fait maintenant 4 ans que j'ai la chance de travailler en collaboration avec Halima, donc au début en tant que business mentor. J'ai pas mal de mes anciennes mentorées ici, donc ça me fait plaisir, déjà merci à vous. Ensuite je suis consultante en conseil en stratégie d'entreprise et du coup ça fait plusieurs années maintenant que j'accompagne des femmes soit à lancer leur entreprise ou des entreprises qui sont déjà lancées depuis un petit moment à régler leurs problématiques, leurs solutions pour aller toujours plus loin. Donc on voulait vraiment vous remercier pour votre confiance. On espère vraiment que vous ressortirez avec effectivement beaucoup de valeur, mais surtout que vous ressortirez en ayant pris conscience que le travail commence par vous avant tout, que vous devez incarner et devenir des femmes stratèges, des femmes d'intelligence, douées d'intelligence d'ailleurs, des femmes qui font appel en fait à leur propre responsabilité pour développer votre entreprise, parce que quand on est chef d'entreprise, on est comme un chef de famille en fait, c'est-à-dire qu'on est le capitaine du bateau. Et tant que, en fait, à partir du moment où vous avez compris déjà cette notion-là, vous irez loin, Inch'Allah. Merci à vous. La première conférence Entreprendre ou mourir à destination des femmes issues de la multiculturalité et qui ont décidé de prendre leur place dans le game entrepreneurial malgré tout était animée par Asitan. Je vous laisse avec les temps forts de cette conférence. Que maman travaille tôt le matin jusqu'au soir. Pourtant, Dieu nous a demandé de ne pas voler, d'être honnête, de travailler et que tout va bien se passer. C'est ce que maman faisait et pourtant le frigo n'était pas rempli. Je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai eu la réponse. J'ai compris. À l'école, on m'a apporté la réponse à ma question. Et même maman me l'a dit. Elle m'a dit, ma fille, si moi, je me casse le dos sans pour autant être riche, c'est simple. C'est parce que je fais un sous-métier. Je suis femme de ménage et je suis cantinière. Avec ces métiers-là, on ne peut pas faire beaucoup d'argent. Mais si tu fais beaucoup d'études, ma fille, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et tu pourras rentrer chez toi plus tôt, être avec tes enfants et ne plus avoir le stress. Chez nous, une bouteille de coca, c'était de l'or. Le ketchup dans le frigo, c'était de l'or. Les yaourts de la marque Yoplait, n'en parlons pas. Ça, c'était Noël. Donc, pour vous dire,
Cette question, elle m'a hantée toute ma vie et je me suis dit qu'il fallait que j'aille au bout. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai obtenu un premier master en marketing, un autre master en école de commerce et je suis rentrée dans une des sociétés les plus puissantes au monde. Une société qui fait de l'armement. J'ai effectivement eu ce CDI, j'étais bien payée, j'avais un salaire de cadre. J'ai fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si je reviens un petit peu en arrière, pendant mes études, je suis tombée enceinte. Là, tout le monde se pose la question, mais est-ce qu'elle était mariée? Je entends déjà vos questions. Je suis tombée enceinte d'un garçon qui était mon mari, soyez rassurés. Oh. Donc c'était mon mari, celui que les gens appellent Monsieur mon chéri. Je suis tombée enceinte. Et lorsque je suis tombée enceinte, il n'y a pas eu de pathologie chez la femme que je n'ai pas eue pendant ma grossesse. Diabète ou toxoplasmose ou tout ça là, c'était amené avec moi. Et j'ai continué. J'ai dit, mais tant que je peux marcher, tant que mon cerveau fonctionne, il faut que j'ai ce diplôme. Parce que c'est grâce à ce diplôme que je ne vais pas avoir du mal comme maman. Que je ne vais pas priver aussi mes enfants de ma présence. Donc, malgré grossesse compliquée, enfant prématuré, j'ai eu mon master, je l'ai obtenu. J'étais même troisième de la classe, malgré le fait que j'avais révisé tous mes cours et mes examens en néonatologie avec mon enfant qui était en couveuse à côté. Et je l'ai eu. J'ai signé mon CDI. J'ai fait aussi mon expérience en entreprise. Est venu ensuite un moment où les gens ont commencé à me contacter pour me dire « Bon, toi qui as la tête bien faite, là, nous avons des métiers difficiles, on a besoin de faire des choses. J'ai envie de me lancer dans le maquillage, j'ai envie de me lancer dans tel truc, aide-nous, donne-nous des conseils. Toi qui as fait des études, comment on fait pour trouver des clients? Comment on fait pour avoir beaucoup d'abonnés? Comment on fait pour avoir beaucoup de prospects ?» Et là, j'ai commencé à donner des conseils aux gens qui m'entouraient. Et après, j'ai commencé à être approchée par des gens qui avaient aussi des métiers extraordinaires. Des médecins, des docteurs, qui cherchaient toujours cette même solution de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'argent? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour avoir plus de revenus? J'ai continué à donner ces conseils-là. Ensuite, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, mon chef m'a dit « Bon, Asita, tu es très utile, mais en ce moment, on n'a pas beaucoup de moyens, on va te mettre en chômage partiel. » Pendant le chômage partiel, j'ai commencé à effectivement aider encore plus de gens à entreprendre. Et je me suis aperçue que les nouvelles personnes qui frappaient à ma porte, ce n'étaient pas ceux qui avaient des emplois précaires comme maman. C'était des gens qui avaient aussi fait des études. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche dans la promesse qu'on nous a faite. On nous a dit, apprends et un bon travail, et tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit. Et j'étais maintenant face à des gens qui avaient signé ce deal-là, qui avaient joué le jeu à 1000%, et qui pourtant se retrouvaient dans une forme de précarité. Et je me suis dit, mais finalement, c'est quoi cette arnaque? Les prix augmentent comme je ne sais pas quoi. Vous avez vu les prix augmenter? L'inflation. L'argent n'a plus la même valeur. Mesdames, soyez conscientes de ça. Lorsque quelqu'un vous donne 2 €, c'est comme s'il vous donnait 80 centimes. 2 € d'aujourd'hui valent 80 centimes d'hier. Et ça, il faut qu'on en soit totalement consciente. La monnaie a perdu en valeur. Et ça va continuer comme ça. Depuis le début de l'inflation, est-ce qu'il y a des gens qui sont salariés ici? Est-ce que vos chefs vous ont augmenté en prenant en compte le prix du kilo de carottes? Personne ne va vous augmenter. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place? Est-ce que vos allocations ont augmenté? Personne ne va vous augmenter. C'est à vous-même de vous augmenter. Emmanuel n'a pas de plan pour vous. Hein. Ah, vous croyez que... Non. Lui, Brigitte. Le reste, là, c'est pas son problème. Donc si vous pensez que la nuit, Emmanuel, il se dit « Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour Hawa ?» C'est pas son problème. Lui, Brigitte. Et Vladimir Polonsky, je ne sais pas, celui qui est vraiment en Ukraine. C'est tout. Le reste n'est pas son problème. C'est-à-dire que c'est un devoir individuel aujourd'hui
du fait de l'inflation, du fait de l'augmentation des prix. Parce que être devant une barre de Kinder et dire à son enfant « je ne peux pas », c'est pas une réponse. Hein. C'est à nous de chercher la solution pour pouvoir. Donc c'est à nous de multiplier nos sources de revenus. La priorité des sociétés, c'est de continuer à donner de l'argent à leurs actionnaires. C'est pas d'augmenter les salaires des salariés. Donc ça veut dire que c'est notre responsabilité individuelle à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, d'avoir plusieurs sources de revenus. Et en disant ça, on n'est pas en train d'opposer l'entrepreneuriat au salariat. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui sont à la fois entrepreneurs et salariées. Elles sont malignes. Elles prennent l'argent de Manu, mais en même temps, elles cherchent leur argent aussi à côté. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Qu'il n'y aura pas une main magique qui va venir vous chercher, qui va venir compléter votre pouvoir d'achat. Et que l'inflation, ce n'est pas les inflations qu'on voyait sur TF1 à l'époque. Hein. Ah, le prix de la carotte a augmenté, il y a 2-3 manifestations, après ça baisse. Non. On est dans une conjoncture structurelle qui fait que les prix vont continuer à augmenter. Et ça ne va pas changer. Donc ça veut dire que c'est à nous, finalement, de nous mettre à jour de cette économie-là et de se dire, ok, les prix augmentent, comment est-ce que moi je peux faire pour gagner plus d'argent? Et dans cette bataille, dans cette quête, il n'y a pas de petits montants. Les 50 € que vous allez pouvoir faire en plus ont énormément de valeur. Les 100 € que vous allez pouvoir faire en plus aussi ont énormément de valeur. Mais l'ère pendant laquelle on responsabilise l'État, l'école, les entreprises, les institutions du fait de remplir notre frigo est révolue. Parce que chacun se cherche. Et si vous ne cherchez pas pour vous-même, personne ne va le faire pour vous. Donc ça passe par le fait de, notamment, pourquoi pas créer une société. Et d'ailleurs, les gens qui sont schizophrènes et qui veulent cacher à leur entreprise qu'ils ont presque tout, vos collègues ont quelque chose à côté. S'ils n'ont pas acheté un appartement, s'ils ne font pas du Airbnb, s'ils ne font pas autre chose. Donc n'ayez pas non plus cette forme de devoir de loyauté absolue envers votre employeur, vous avez l'impression de trahir. Parce qu'en réalité, lorsque vous lancez votre business, ce qui vous met aussi dans parfois une forme de syndrome de l'imposteur, c'est que vous vous dites que vous trahissez une forme de paquet, tout un ensemble. L'école qui vous a appris à faire ce que vous faites, votre employeur qui vous a donné votre chance. Et dès que vous faites autre chose à côté, et qu'en plus de ça c'est une passion, vous avez une forme de culpabilité. Vous dites, mais est-ce que je ne suis pas en train de trahir mon employeur, mes parents, l'école, ma famille, mon époux, en faisant quelque chose que j'aime? Mais moi, ma croyance, c'est que Dieu est juste. Et qu'il a donné à certains les diplômes, tant mieux. Mais il y a combien de nations sur cette terre, et en particulier sur le continent africain, où on a des gens qui ont 0 diplôme et qui pourtant font de l'argent tous les jours? Des gens qui ont 0 CDI et qui pourtant font de l'argent tous les jours. Comment est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils s'appuient sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils savent faire, tout simplement. Alors que nous, nous sommes devenus des êtres fonctions. On nous prend, on dit voilà, tel secteur d'activité a besoin de toi. Toi, tu as le cerveau bien fait. Toi, tu es fait pour être auxiliaire de puériculture. Et du coup, on vous met là où le marché a besoin de vous. Et le jour où je vous demande, mais toi, dans quoi es-tu bonne? Qu'est-ce que tu peux apporter? Page blanche. Parce qu'on ne sait plus ce que l'on vaut. Et à chaque fois qu'on fait ce que l'on aime, on est pris par un atroce sentiment de culpabilité. Coupable de quoi? Dieu vous a choisi, il a mis une passion, une facilité chez vous, justement pour que vous ne mouriez pas de faim. Justement pour que vous ne veniez pas à Weekday pour dire « Oh, je cherche l'argent, c'est comment Weekday, aidez-nous. » Mais pourquoi on se parle aujourd'hui? C'est parce que chacune s'est déconnectée de son talent intime et repose finalement sa capacité à faire de l'argent sur autrui. Et après, vous allez faire les gilets jaunes. Je ne veux pas vous voir avec les gilets jaunes. Nous n'avons pas ce temps. Allons chercher notre Dieu. D'accord? Donc finalement, l'argent, voyez-le comme quelque chose qui navigue entre les gens. D'accord? Ne voyez pas l'argent comme étant une prérogative de votre employeur ou de l'État ou de qui sais-je. L'argent, c'est comme l'eau dans les fleuves. Ça circule. Et ça peut très bien arriver chez vous, mais vous devez le décider. D'accord? Les aides sont simplement des véhicules de l'argent.
Il fut un temps, un de mes tout premiers employeurs, vous savez que moi je porte le voile, je suis de confession musulmane, ben en fait, pour moi, dans mon paradigme, c'était possible de faire de l'argent qu'en montrant mes cheveux, parce qu'à l'époque, il y avait les lois et les débats qu'on connaissait sur le voile, etc. Donc partant de ce principe-là, moi je me disais que pour avoir de l'argent, je n'ai d'autres options finalement que d'enlever mon foulard, jusqu'à lui demander pardon à Dieu, puis en même temps j'allais là-bas, mais attends, ma chérie, je lui disais pardon Dieu, je n'ai pas d'autre choix, j'ai menti fort, j'ai menti. Aujourd'hui vous êtes plusieurs, j'en vois dans la salle, je vois Tombe Camara qui est fondatrice de Essentio, je vois Christelle qui est aussi fondatrice de Elle Propulse, je vois Nafanta aussi, qui est fondatrice aussi d'un établissement qui a pour objectif de propulser les femmes. Je vois plein de visages que je connais. Et c'est des femmes qui font ce qu'elles ont décidé. Oh, je vois aussi notre sœur de chez... J'ai un trou de mémoire. Oui, toi avec le chapeau rouge. Nokos Aksali. Bien sûr, tu étais avec moi dans ma cuisine il n'y a même pas 48 heures. Donc oui, elle fait effectivement des condiments africains. Donc c'était dans mon paradigme que c'était impossible finalement de faire de l'argent autrement qu'en trahissant. Vous avez vu, nous sommes nos propres prisons mentales. Aujourd'hui, il y a combien de femmes qui font de l'argent comme elles le veulent en fait? Mais on nous a imbriqués dans un moule où pour faire de l'argent, il faut ne pas être auprès de ses enfants, il faut ne pas être auprès de ses valeurs, et c'est comme ça qu'on fait l'argent. Non. Définissez votre propre façon de faire votre capital. Et brisez le paradigme aussi. Oubliez les hommes. Instaurez un lien entre vous et l'argent qui dépend juste de vous et de ce qu'il y a au-dessus. C'est tout. Les hommes ne sont que des véhicules. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Le jour où j'ai démissionné de mon CDI, mon chef n'était plus entre moi et le capital. Enfin, moi, Dieu et le capital. Depuis là, le capital est venu, comme je ne sais pas quoi. Quand vous découpez le mot entreprendre, entrer et prendre ce qui vous revient de droit. D'accord? Et en l'occurrence, on parle d'entrer dans la sphère économique pour prendre ce qui vous revient de droit. Parce que la sphère de l'entrepreneuriat, c'est la sphère juste de ceux qui ont décidé que c'est pas quelqu'un qui allait définir leur revenu. C'est juste ça. Quand on vous demande, ouais, on te parle d'entrepreneuriat, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de décider que plus personne allait écrire sur une feuille ce que vaut mon temps, ce que vaut mon talent, ce que vaut ma parole. Et c'est vous-même qui allez l'écrire. D'accord? Je définis mon revenu, la valeur de mon temps. Parce que l'argent me revient de droit, en fait. Pourquoi c'est d'autres personnes qui conditionneraient le montant auquel vous avez droit? D'accord? À la suite de cette conférence, j'ai posé la question suivante à Assitane. Avec tout cet engouement autour de l'entrepreneuriat, comment savoir si l'on est fait pour entreprendre ou non? Voici sa réponse. Bonjour, je m'appelle Assitane Sissako, je suis l'experte afro-business et je suis ravie de passer devant la caméra de Nia. Alors c'est pas évident de savoir si on est fait pour entreprendre ou non, mais comme je le rappelais lors de la conférence d'aujourd'hui, en réalité ça devient presque une nécessité de se créer à minima une autre source de revenus et de commencer à expérimenter sans se mettre la pression, parce que c'est vrai que la tendance de l'entrepreneuriat, je pense qu'elle met beaucoup la pression. On se dit qu'il faut réussir, qu'il faut être entrepreneur, mais on peut déjà être salarié, mais avoir aussi une autre activité qu'on peut baser sur une passion, sur une compétence qu'on a petit à petit, et dès qu'on le sent, et d'ailleurs si on en a envie, on peut totalement débrancher le côté salarial pour se mettre à fond dans cette vocation. Lancer son business, c'est bien, mais après, Nangalé et Stacy ont pris le temps lors de cette deuxième conférence de communiquer sur les étapes et erreurs à ne surtout pas faire si vous souhaitez amener votre business vers la croissance. Découvrez dès maintenant les temps forts. Une fois justement que j'avais lancé mon activité, il fallait que je trouve mes clients, il fallait que je communique, il fallait que je mette en place différentes choses et clairement je me sentais seule. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire avec cette intervention avec Stacy, c'est vous présenter un cas avec lequel je pense que certains d'entre vous pourront se retrouver, vous nous direz, mais l'idée c'est de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Ce cas-là, je vais vous le présenter avec le cas de Sandra. Sandra, c'est une entrepreneure qui est lancée depuis
très peu de temps, c'est-à-dire moins d'1 an, et elle a créé une agence événementielle dédiée aux entrepreneurs afro. La première frustration qu'elle avait, c'était « j'ai pas de visibilité ». Et finalement, quand on creuse et qu'on regarde ce qui se passe dans son business, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que la visibilité et qu'il y a d'autres éléments à mettre en place, notamment le positionnement, qu'on va voir ensemble avec Stécie. D'autres problématiques qu'elle a eues, c'est justement qu'elle peine à convertir ses prospects en clients. Elle a du mal à trouver une certaine stabilité en termes de chiffre d'affaires, et j'ai entendu une question par rapport à ça tout à l'heure. Et également, ses clients négocient ses prix. Alors pour répondre justement à toutes ces questions, je suis accompagnée de Stécie, qui est une experte en marketing, et qui va nous aider à comprendre justement ce cas. Donc Stécie, moi j'ai une question pour toi. Écoute. Par rapport au cas de Sandra, qui du coup vient me voir en me disant « écoute, je manque de visibilité », et bien évidemment je lui réponds que c'est plus profond que ça. Toi, quel est le premier point que tu vois justement comme problématique dans son business? Alors déjà, le premier point que je vois, c'est que, comme on l'a vu juste avant, elle parle, donc elle est organisatrice business pour des entrepreneurs afro, mais ça veut tout et rien dire. Afro, ok. Mais ces clients afro, eux-mêmes, ils vendent à qui? C'est large en fait. Donc à partir de ce moment-là, on va se rendre compte que quand on entreprend, quand on vise, même quand on vise une cible communautaire, il faut comprendre qu'on n'est pas un bloc. Que vous visiez une communauté religieuse, une communauté ethnique, nous ne sommes pas un bloc. Et derrière, il faut également comprendre que nous sommes, notre communauté, ce sont des consommateurs avant tout. Donc qui ont des actes, des modes de consommation. Et ça, c'est une des premières erreurs, je pense, en tout cas quand on vise une communauté qui nous ressemble, c'est qu'on ne va pas penser en termes de quoi ont-ils vraiment besoin, comment est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qui les fait fuir. Non, on va se dire, bon, je vais me baser sur moi-même ou les personnes que je connais pour faire mon étude de marché. Ça ne suffit pas. Donc là, en tout cas, cette question du manque de visibilité, souvent quand on vient nous voir en consulting, c'est la première chose qu'on nous dit « Ah, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, ah, sur TikTok, je fais des petits trucs, mais il n'y a rien. » Et en fait, les gens, le problème, c'est que en pensant que le manque de visibilité va être le problème majeur de son entreprise, une entreprise qui est amenée à faire quoi? À générer du chiffre d'affaires, et bien en fait, on va effacer, on va occulter tous les problèmes beaucoup plus profonds. Donc, c'est un petit peu l'excuse un peu facile parce qu'on va se dire non mais il n'y a personne qui me voit, voilà, moi si j'avais plus d'abonnés je ferais ça. Non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui déjà arrivent à vendre avec 300 abonnés. Il y a des personnes qui ne sont même pas sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et qui arrivent à vendre. Donc il y a un facteur important à se dire déjà, c'est que effectivement il faut qu'à un moment donné un prospect voit votre entreprise, c'est factuel. Mais est-ce qu'il faut que ce soit forcément voilà, j'ai 30K sur Instagram? Pas du tout. Et le problème aussi, pourquoi je vous dis que c'est un véritable problème, en tout cas quand on est consultant en stratégie, on le voit. En fait, aujourd'hui, les gens vont penser que les seules stratégies d'acquisition valables sont celles des réseaux sociaux. Je peux vous dire que je travaille en B2B avec des entreprises qui génèrent des millions. Les réseaux sociaux, c'est un complément. C'est pas là que ça se passe forcément pour eux à cette échelle-là. Justement, la première question par rapport à la visibilité, déjà, il y a une erreur. C'est-à-dire que se dire j'ai pas de visibilité, comme a dit Stécie, c'est une mauvaise frustration à se poser dès le début. Parce que la première question qu'elle aurait dû se poser, c'est qui est ma cible et où est-ce qu'elle se trouve. Et en fonction de là où elle se trouve, c'est là qu'on va aller la chercher pour communiquer. Et comme tu l'as dit, effectivement, les réseaux sociaux sont un complément non négligeable parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux et c'est une plateforme qu'on peut utiliser. Ce sont des plateformes qu'on peut utiliser pour communiquer de manière assez simple. Mais l'idée, ça va vraiment être de voir beaucoup plus large. Il y a des partenariats à mettre en place. Il y a tout ce qui va être acquisition de clientèle par une personne qui n'est pas de votre société, mais qui a en tout cas une activité qui peut être complémentaire à la vôtre. Donc l'idée, c'est pas de se focus uniquement sur je vais chercher mes clients sur les réseaux sociaux, mais aller analyser la cible et essayer de comprendre où est-ce qu'elle se trouve pour aller la chercher. Et parfois, ça va passer par faire des partenariats avec des personnes qui visent votre cible. Parfois, ça va passer par, si vous êtes sur une activité locale, pourquoi pas revenir à des choses un petit peu plus anciennes et faire de la prospection tout simplement. C'est des choses qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et également, aujourd'hui, vous êtes là, vous pouvez réseauter, vous avez peut-être des personnes qui visent votre clientèle et avec qui, justement, vous pourrez convertir et acquérir de nouveaux clients. Il y a une plateforme à laquelle vous ne pensez jamais quand vous faites vos études de marché.
Et là, je parle bien pas d'aller chercher vos clients directement, de leur vendre, d'aller les écouter. Parce qu'en fait, la première chose, c'est ça. Est-ce qu'elle écoute sa cible? Est-ce qu'elle écoute ce dont elle a besoin? La première chose. Donc, allez, on connaît très bien. Quelle est la première plateforme quand on veut étudier, en tout cas en termes de réseaux sociaux, quand on veut étudier sa cible, là où vous êtes sûr que dans ces endroits-là, ils vont dire tous leurs points de douleur? Ça dépendra un petit peu également du type d'activité que vous avez. Mais en tout cas, moi je vous conseille en fonction, personnellement, ce sur quoi je suis allée, c'était LinkedIn. LinkedIn, pourquoi? Parce que toutes les entreprises se trouvaient sur place et moi je suis en activité B2B. Donc je ne sais pas si tu pensais à une autre plateforme, en tout cas, mais en fonction de votre activité, vous devez cibler là où se trouve votre site. Alors pour donc LinkedIn, effectivement, bon, on parle de professionnel à professionnel. Donc LinkedIn, c'est très bien. Maintenant, quand on veut écouter, vous avez les groupes Facebook. Qui utilise encore les groupes Facebook aujourd'hui? Je vous incite à ce que toutes les mains finissent par se lever pour aller étudier votre cible en commençant par là. Et également se dire que quand on fait une étude de marché, on n'a pas forcément besoin, on n'a pas forcément les moyens pour payer un cabinet de conseil. On a ce qu'on appelle le social listening. Le social listening, c'est tout simplement écouter ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous allez sur les comptes de vos concurrents. Les concurrents dont vous ne voulez pas parler. Il n'y a pas de concurrence, c'est faux. Donc vous allez sur ces comptes-là, ça va vous faire gagner un temps incroyable. Les concurrents qui font la même chose que vous et qui ont la même cible que vous allez voir de manière récurrente, vous analysez les avis de leurs clients, les commentaires de leurs clients, les questions qu'ils leur posent dans les FAQ, parce qu'il y a de grandes chances que votre cible, elle se pose exactement les mêmes questions, elle a exactement les mêmes attentes. Qui a déjà fait ça? C'est pas important. Qui continue de le faire, même après que son entreprise soit bien établie et bien avancée? Donc ça, il faudra que, à terme, donc même quand vous avez lancé votre entreprise depuis 2-3 ans, voire 10 ans, que vous continuez de faire cette chose-là. Une des premières questions, encore une fois, qu'il faut se poser, déjà, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on va vers le client. C'est quoi la démarche qui nous amène à lui? Ou à l'inverse, quelle est la démarche qui l'amène à nous? Souvent, je vais vous donner un exemple très précis, comme ça vous allez voir. J'aime bien parler d'un exemple concret. Il y a quelques temps, je recherchais un traiteur. Et il s'avère que, moi-même professionnelle, je ne suis pas allée sur Google, je suis allée sur Instagram. Donc je trouve une super traiteur qui a l'air de faire du bon travail, je la contacte en DM, n'est-ce pas? Je lui pose la question en lui demandant est-ce que vous auriez des. Je vois que vous avez des plateaux de charcuterie, oui, est-ce que vous auriez des photos? Et elle me dit les photos sont sur le feed. Donc en fait, vous voyez cette question très émotionnelle que l'on a, de se dire non mais attends, la personne elle peut se débrouiller en fait, ça va pas lui prendre 2 secondes. Mais la personne elle abuse, elle fait ça parce que je suis noire, elle fait ça parce que je suis voilée, elle fait ça parce que je suis une femme. En fait, il faut juste penser, encore une fois, on revient sur le mode de consommation, le consommateur, pardon, le consommateur, comment est-ce qu'on consomme. Donc en fait, en tant que client, moi quand je pose une question à un potentiel prestataire, j'attends pas qu'il me renvoie sur sa page Instagram en fait. Mais l'idée c'est vraiment jusqu'au bout de pouvoir essayer de garder ce client et pourquoi pas de le convertir. Parce qu'un client que vous avez converti une fois, si derrière vous arrivez à le fidéliser, c'est un client finalement qui restera et qui vous rapportera bien plus que la première offre que vous lui avez suggérée, pour laquelle il n'avait pas le budget. Donc ce que je vous conseille personnellement, en tout cas, ça va être si la personne vous dit en B2B, je n'ai pas le budget, demandez-lui quel est votre budget, que je puisse voir de mon côté, qu'est-ce que je peux vous proposer avec un tel budget. Si vous ne pouvez pas le proposer avec le budget qu'il a, alors dans ces cas-là, je ne vous dirai pas d'aller plus loin. Mais si vous êtes en B2C, c'est-à-dire que vous vendez des produits ou des services à des particuliers, dans ces cas-là, n'hésitez pas à effectivement leur proposer soit des alternatives, histoire que le client puisse justement découvrir la palette de produits peut-être que vous proposez ou de services, mais ne réduisez jamais votre valeur, parce que je suis d'accord effectivement avec ce point de vue de valeur, et vous devez aussi pouvoir vous valoriser dans votre activité et avoir assez confiance pour vous dire mon prix il est juste, le client n'a pas le budget pour ce tarif-là, j'ai d'autres prestations qui pourraient peut-être lui servir. Stécie, je te propose que nous passions à une autre problématique qu'a Sandra. Alors, on a fait la visibilité. Pardon. Je vais y arriver. L'une des problématiques qu'elle avait, et c'est une question qui a été posée tout à l'heure, c'est par rapport à l'irrégularité du chiffre d'affaires.
Parce que comme disait Assitane tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est le fait de ne pas être sûr. Qui peut dire aujourd'hui, moi je suis sûr, je vais avoir temps, je vais faire ci, je vais faire ça. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de stabiliser au maximum et surtout faire rentrer du chiffre d'affaires de différentes manières. L'idée, c'est quand même de se dire que voilà, je pars peut-être sur éventuellement un produit. Moi, mon test, mon objectif, c'est de savoir si ce produit sera peut-être un produit que je vais pouvoir continuer de vendre. Est-ce que je vais pouvoir peut-être à terme l'augmenter. Comment je me sers de ce produit ou de ce service pour faire en sorte d'avoir des revenus réguliers en fait, dans mon chiffre d'affaires. Et en fait, d'établir un plan à long terme. En fait, ce plan à long terme, ça va vraiment de vous dire, voilà, je ne prends pas un produit ou un service pour acquis, même si ça marche très bien. C'est d'ailleurs le piège. Quand quelque chose marche assez bien, en fait, on a tendance à devenir un petit peu insouciant et à ne pas penser à la suite. Donc, on va déjà se poser la question de son business model. Et là, par exemple, on prend le cas de Sandra, rien que sur son produit, comme on l'a dit, viser des entrepreneurs afro, ça veut tout et rien dire. Maintenant, voilà, si on se dit je vais viser des entrepreneurs au pied de la diaspora, donc on va essayer de se concentrer sur déjà à qui est-ce qu'ils vendent, mais surtout la question qui va être importante, c'est de se dire est-ce que le produit ou le service que je vends est suffisant pour que ce client-là en question puisse refaire appel à moi. Encore une fois, on a parlé souvent, une des choses que les entreprises font, c'est tout miser sur la nouvelle clientèle. Et elle balaye complètement, et d'ailleurs les chiffres sont là, mais il est beaucoup plus facile de convertir un client qui a déjà confiance en vous, comme on l'a dit, qui va ensuite être votre meilleur ambassadeur, qui va même être prêt à payer plus cher parce qu'il vous fait confiance. À la suite de cette conférence, la question posée était la suivante. Après s'être lancé, comment garder sa motivation et faire face aux multiples épreuves que l'on peut rencontrer lorsqu'on entreprend? Ce que je dirais par rapport à ça, et c'est une réponse assez commune finalement, c'est que si vous avez une vision déjà large et un pourquoi qui est important pour vous en tant que personne, c'est ce qui vous permettra de vous lever. Parce que la motivation, il y a des hauts, il y a des bas, et la motivation, elle n'est jamais la même en fait d'un moment à un autre, et elle peut chuter parce qu'on est tombé sur un client malveillant, parce qu'on a fait des choses avec lesquelles on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, et donc quand il y a des moments comme ça, forcément la motivation elle peut baisser, et c'est normal en réalité, il n'y a pas de problématique avec ça, mais je pense que ce qui fait tenir, en tout cas pour ma part ça a été ça, c'est mais pourquoi en fait, pourquoi je le fais, et surtout est-ce que je suis encore alignée avec ça, est-ce que je suis alignée dans ma vie par rapport à l'activité que je fais, et après à un moment donné en fait si je suis plus alignée c'est pas grave, mais dans le cas où on est aligné avec ce qu'on fait, je pense que le pourquoi joue un rôle important dans la motivation. Place maintenant au talk avec Adi, la fondatrice d'Adinaya Makeup Studio et AMS Beauty, Célia Dius Valerius, fondatrice de Sheber, Inès, fondatrice de l'agence DMC et Lia Marie, la fondatrice de Lia Paris. Durant ce talk, elles nous ont partagé leur parcours, vision entrepreneuriale, secrets, mais surtout les clés pour s'imposer dans le monde du business lorsqu'on ne nous attend pas. Regardez. À la base, j'avais pas pour projet de créer une entreprise et créer un centre de formation. C'est la demande qui est venue à moi. Et par la suite, moi, ma hantise, c'était qu'on me dise c'est un truc de noir, c'est pas structuré, c'est pas carré. Ça a vraiment été quelque chose que je voulais absolument pas entendre. Donc dès le début, j'ai voulu faire quelque chose de professionnel et je me suis inspirée des plus grands. Je me suis inspirée des plus grands, des écoles de Make-up Forever, etc. Et moi, ayant fait une école de maquillage pendant 6 mois, durant cette formation, on a vu le maquillage sur peau noire seulement une après-midi. Et je trouvais ça scandaleux parce qu'en tant que make-up artiste, on est censé maîtriser toutes les carnations. Du coup, j'avais tout de suite pour objectif de m'imposer en tant que femme noire, en tant que voilée, parce que j'avais l'impression en fait que c'était pas possible déjà que le maquillage en France soit valorisé. Parce que c'est pas considéré, en tout cas au moment où moi je me suis lancée, c'était pas considéré comme un vrai métier. Même mes parents ne voulaient pas que je me lance parce que pour eux c'était pas un métier prometteur. Et donc je voulais leur prouver le contraire et montrer que c'était possible de créer quelque chose de grand, tout simplement. Donc c'était quelque chose que j'avais écrit. J'ai prié pour pouvoir m'imposer dans le maquillage. Sincèrement, mes invocations, je demandais à Allah de faire en sorte que je puisse devenir une référence en France dans le maquillage. Et ça, c'était suite à
à un événement qui s'est produit. Bon, c'est une story time que j'ai déjà racontée plusieurs fois, vous pouvez retrouver cette histoire sur TikTok. Et ça m'a tellement fait mal qu'au final, ça a été comment on va dire, c'est un moteur pour faire mieux, pour me relever. Et à partir de là, j'ai été décidée à m'imposer et à devenir une référence en France. Et en fait, à travers ce message, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous avez un objectif, en fait, il faut travailler pour l'atteindre et il faut faire les causes également. Et dans mon cas, en tout cas, je sais que c'est Dieu qui m'a facilité et j'ai fait appel à Dieu pour pouvoir justement atteindre mon objectif. Et j'ai cru en moi, je savais que j'avais la possibilité de réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, mon autre objectif, c'est de devenir une référence au niveau de ma marque. Que la marque AMS Beauty, lorsque on parle d'AMS Beauty, on puisse la comparer aux marques, comme vous les connaissez toutes, je pense, Fenty Beauty, Huda Beauty, etc. Et que chaque femme qui se maquille au quotidien ait au moins un produit AMS Beauty dans sa trousse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas peur de te dire, voilà, un jour, je forme mes concurrentes finalement, mes concurrentes qui viendront peut-être me détrôner? Parce que c'est Allah qui donne, tout simplement. Et en fait, mon intention, elle est sincère. Je veux vraiment que les personnes qui entrent chez Adina Makeup Studio ressortent avec des connaissances et avec des compétences. Et je pense que vous pouvez lire les avis sur Google. En tout cas, on fait le nécessaire pour que chaque personne puisse obtenir ce pourquoi elle entre dans notre centre de formation. Et aujourd'hui, on garde de très bons liens avec nos élèves. Et parmi elles, il y en a aujourd'hui qui continuent à travailler avec nous, qu'on sollicite aussi pour certains événements. Et actuellement, j'ai 5 formatrices qui travaillent avec moi et que j'ai formées. On avance ensemble, on grandit ensemble. Et les personnes que je recrute, on est très transparentes les unes envers les autres. Et elles me disent si elles ont pour objectif d'elles aussi créer un centre de formation ou quoi. Et je leur dis que je ferai mon maximum pour les accompagner jusqu'au bout. Parce que voilà, si elles souhaitent elles aussi ouvrir une école de maquillage, pourquoi pas. Je vais pas les considérer comme des concurrents. Enfin, certes, oui, de l'extérieur, oui, ce sont des concurrents, mais après tout, on peut être des milliers d'écoles de maquillage. Encore une fois, c'est Allah qui donne. Ça ne va rien enlever à ce qu'Allah a prévu pour moi, à ma subsistance. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, initialement, c'était pour payer mes études, parce que j'ai fait une école de commerce. Et j'avais pas les moyens de payer cette école-là, parce que c'est très cher. J'ai fait un bachelor, puis un master. Aussi, c'est grâce à HLR que j'ai pu donc financer toutes mes études donc de commerce. Et aussi donc, tout ce qui va être réglementation, parce que la même chose, je voulais pas qu'on se dise voilà, c'est encore une marque de produits capillaires sur Instagram, commande en DM, tu sais pas ce qu'il y a dans le produit, c'est pas structuré, tu sais pas si tu vas recevoir la commande. Excusez-moi parce que les gens mettront la carte de téléphone. Et je voulais pas en fait être dans ce cas de figure-là, je voulais avoir quelque chose de vraiment structuré et de qualité. Donc tous mes produits sont réglementés, tous les tests sont faits. Il faut savoir que la France, c'est vraiment un pays avec la réglementation la plus stricte au monde. Donc si votre produit cosmétique il est validé de manière réglementaire en France, vous pouvez vendre presque dans le monde entier. Et donc ça demande aussi énormément d'argent. Et donc comme les bénéfices de mon entreprise ont été dans mes études et après dans la réglementation, aussi il fallait faire aussi tourner l'entreprise, j'avais pas les fonds nécessaires pour pouvoir propulser l'entreprise comme j'ai envie de le faire. Et quand j'allais voir les banques, les associations, etc., pour pouvoir trouver une solution de financement, et ils n'arrêtaient pas de me dire si tu veux de l'argent, il faut avoir de l'argent. Et j'en avais pas. Donc c'est contradictoire, mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement. On me dit ok, il n'y a pas de souci, je reviens vers vous dès que j'ai de l'argent. Et donc je me suis dit que j'allais faire une levée de fonds participative. Et je voulais aussi donner l'opportunité en fait aux personnes qui me ressemblent, donc c'est-à-dire aux femmes, à la communauté afro et aux personnes issues de quartiers populaires, donc de toute origine, de tout sexe et tout âge, de pouvoir mettre un pas dans l'entrepreneuriat et aussi dans le monde de l'investissement. Comprendre qu'on peut avoir une vie entre guillemets normale et aussi être dans l'entrepreneuriat ou en tout cas devenir investisseur. Et aussi avoir une éducation financière parce qu'en général, les femmes, les noirs et les personnes de quartier populaire n'ont pas cette éducation financière.
Et en faisant ça, j'ai pu donner accès à ces personnes qui me ressemblent, parce que je suis une femme noire de banlieue, mettre un pied dans ce monde-là. Et voilà. Donc j'ai eu pour objectif de faire une levée de fonds de minimum 70 000 € et d'un maximum de 150 000 €. On est actuellement, pendant que je vous parle, à 142 000 €. Merci beaucoup. Et pour moi, en fait, ça a été une très grande fierté parce que quand j'ai commencé, on m'a dit les Noirs, ils vont jamais te suivre parce qu'ils sont pas éveillés, justement financièrement parlant. Comme elle l'a dit aussi tout à l'heure, Asita, nous, on aime trop mettre l'argent dans les choses qu'on peut toucher. Et en fait, les gens, là, ils investissent, ils savent pas ce qui va se passer. Même des personnes qui n'ont pas d'éducation financière, ils l'ont fait parce que, bien sûr, j'ai expliqué le fonctionnement, ils savent que l'entreprise existe depuis longtemps, etc. Donc, bien sûr, il y a un passé, mais en soi, il y en a qui ont investi, qui posent encore des questions. Et en fait, ils vont comprendre que même si, en fait, on peut investir à partir de 10 €. Donc, ça veut dire que tout le monde peut investir en soi. Et même avec 10 €, vous pouvez comprendre, en fait, que vous avez mis 10 €, et avec 10 €, vous pouvez faire 30 €. Il y a des personnes, juste ça peut changer leur vie. De se dire, j'ai mis 10 €, et maintenant, je vois que tous les 3 mois, parce qu'en fait, tous les 3 mois, ils vont recevoir des royalties, donc un pourcentage de mon chiffre d'affaires pendant 5 ans. Ils vont comprendre que ça va être des centimes, mais on s'en fiche, c'est juste le fonctionnement. De se dire, ok, ma vie, elle n'a pas changé, je fais toujours mes trop boulot dodo, mais j'ai mis 10 € ici, et maintenant, tous les 3 mois, je reçois quelque chose. Et je pense que, justement, c'est ce qui fait aussi que les personnes m'ont suivi, je pense que c'est la transparence. Quand je vais dans des événements, je vais faire des vidéos, on va sortir de mon bâtiment, tout le monde sait que je suis encore à la cité, alors que, l'entreprise existe depuis 2017. Et c'est pas un problème pour moi de montrer les difficultés qu'il y a, et en même temps de montrer aussi les beaux aspects, parce que je passe quand même des bons moments. Tu fais une agence de communication, et en plus on me connaît. Comment, déjà tu arrives à rester 10 ans sur le marché, et comment tu fais en sorte du coup de construire ton équipe, de ne pas avoir de problématiques, j'ai envie de dire, sur les personnes que tu choisis pour travailler avec toi? Ce qui est très important dans le business, surtout dans les métiers digitaux, on est très présent sur les réseaux sociaux, c'est d'être soi-même et de ne pas se comparer aux autres, et surtout de rester authentique. Et je pense que le succès de ces femmes qui sont à mes côtés réside sur cette authenticité et d'être proche de sa personnalité. On peut être plusieurs à exercer le même métier, mais on a une expérience différente, un vécu qui est différent, une histoire différente, une vision qui est différente. Même si on prône les mêmes valeurs, il faut être proche de sa personnalité. Et quand on est proche de sa personnalité, les valeurs de son entreprise, on les ancre dans notre personal branding. Vous savez, le personal branding, c'est le fait d'apporter une personnalité à sa marque, à son entreprise. Il faut vraiment être aligné à la personne que vous êtes pour pouvoir vous différencier, dans le sens où chaque personne est différente. C'est de cette manière que vous allez pouvoir créer une différence dans votre entreprise. C'est d'être soi-même et de ne pas vous dire qu'il faut être comme les autres ou reproduire les mêmes choses. Et moi aussi, j'accompagne des entrepreneurs et parfois même j'ai accompagné des personnes qui exercent le même métier que le mien. Ça ne me dérange pas, j'ai pas du tout de problème à cela parce que, comme toi, Jinaya, ma vision c'est que le soleil se lève pour tout le monde et que Dieu m'a réservé cette mission et l'a réservé également à d'autres consoeurs. C'est ok. Ce qui fera la différence, c'est notre personnalité. Il faut pouvoir créer sa signature, il faut pouvoir se différencier à travers son vécu, se servir de son storytelling, son vécu, son expérience et le partager. C'est comme ça qu'on crée cette singularité. Je vais aller sur Paris, j'ai pas envie d'être en banlieue, j'ai envie d'être dans un joli endroit, etc. Donc je me suis retrouvée à louer une cabine sur les Champs-Élysées. Et à ce moment-là, en fait, la demande elle a commencé à grandir sans que je puisse vraiment la maîtriser parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Sincèrement, je ne m'attendais pas. Malheureusement, cet établissement, il a brûlé. Donc je pense que celles qui me suivent sur les réseaux sociaux connaissent un petit peu les différents déboires que j'ai pu avoir. L'établissement, il a brûlé, il y a eu le Covid et tout ça là. Donc je me suis dit, vu que je suis lancée Bali, Afrique, ça va être de côté pour l'instant, autant me mettre vraiment à fond dans mon activité. Et de ce fait, j'ai commencé à chercher des locaux commerciaux pour pouvoir proposer les services que je propose aujourd'hui. Ça a été un parcours assez compliqué parce que j'ai eu pas mal de demandes de refus, à
Dinaya, elle peut en témoigner. Trouver un local sur Paris, c'est pas forcément évident quand on est une personne noire, une femme et jeune, parce que très souvent ils pensent que vous voulez ouvrir des magasins exotiques, je ne sais pas pourquoi, mais ils disent que ça ne colle pas avec le quartier. Donc des fois, moi j'ai eu ce type de refus et j'ai eu des personnes qui me répondaient tout simplement plus. Donc, du coup, par la suite, voilà, j'ai vraiment passé cette étape-là. J'ai pu trouver mon local aujourd'hui dans le 14e, où je propose des prestations telles que le micro-needling, le peeling, on va dire des prestations de dermo-esthétique, mais également des prestations telles que l'onglerie, l'épilation, qui relèvent de l'esthétique traditionnelle, parce que je voulais vraiment allier les deux. Je voulais allier modernité et en même temps traditionnel, parce que l'esprit de mon établissement, c'est vraiment de m'axer sur le bien-être. C'est pas que traiter des problématiques de peau, c'est également plus profond que cela. Moi, lorsque les personnes elles viennent chez moi, je veux vraiment que lorsqu'elles sortent de chez moi, elles ont eu une expérience. C'est pas qu'une prestation de beauté, ce n'est pas que traiter les taches, ce n'est pas que traiter les boutons. Il y a aussi l'aspect psychologique dedans, parce que lorsque nous traitons certaines problématiques, cela améliore notre quotidien, et ça, c'est une réalité. Comment ça s'est passé pour vous, l'étape où vous passez de « je suis entrepreneur peut-être de chez moi » à « je passe à des locaux physiques ». Vous avez forcément investi. Quand on investit, ensuite, il y a des travaux. Comment est-ce que ce parcours-là s'est passé? Est-ce que tout s'est passé comme sur des roulettes? Qu'est-ce qui m'a poussée clairement à me dire qu'il fallait que je passe de mon bureau, de chez moi à une agence? C'est la volonté de vouloir grandir, de vouloir une croissance pour son activité. Et j'avais envie de pouvoir rencontrer mes clients, d'humaniser mon activité et de leur offrir la possibilité de me rencontrer, parce qu'il y en a beaucoup qui créent des logos, beaucoup créent des sites internet, mais de manière générale, tout se fait à distance. Et moi, ce que je voulais offrir à ma clientèle, c'est la proximité, c'est la possibilité de venir me voir, de suivre une formation, de poser toutes ces questions et d'avoir cet accompagnement face-to-face. J'ai choisi un local d'une superficie de 90 mètres carrés pour lesquels j'ai investi une décoration de plus de 60 000 €. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un lieu instagrammable, je voulais avoir des espaces dédiés au métier que nous proposons, un espace shooting, une salle de formation, un espace chill. Je voulais vraiment que les gens, quand les clients arrivent dans l'agence, la première chose qu'ils puissent faire, c'est sortir leur téléphone et filmer pour partager nos lieux et leur donner envie d'y rester et de se couper du monde, de se dire ok, c'est l'agence DMC, c'est un lieu qui a une forte identité et qui se différencie des autres. Donc j'ai investi avec une architecte, j'ai choisi de travailler avec une architecte, j'ai choisi de faire des meubles sur mesure. Il y a des meubles sur mesure, d'autres non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet investissement, il est né aussi d'une volonté de grandir, de vouloir une image encore plus professionnelle, de vouloir créer encore plus de singularité. Et quand on aime ce que l'on fait, on ne compte pas. Lorsque j'ai démarré chez African Cut, je suis restée au total 6 mois parce que la demande était grandissante, les locaux devenaient petits. Et pareil, comme il fallait trouver de plus grands locaux, je suis allée sur les plateformes de particulier à particulier, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon deuxième local. Et pareil, au niveau des frais, c'était pas énorme. Il n'y avait pas de frais d'agence, le propriétaire était assez conciliant, donc ça allait, les locaux étaient propres, donc j'ai pas eu à faire de grands travaux, et dans tous les cas, j'avais pas d'épargne pour me lancer dans quelque chose de fastidieux. Et une fois que j'ai démarré là-bas, c'est à partir de ce moment-là en fait que l'activité a réellement démarré. Parce qu'avant ça, j'étais auto-entrepreneur, et dès lors où j'ai quitté African Cut, c'est à ce moment-là que j'ai créé le centre de formation et qu'on a commencé à vraiment structurer l'offre. Et du coup, étant donné que c'était une seule et unique pièce, en fait, et à ce moment-là aussi, j'ai créé la marque. Donc j'avais les produits, les cartons qui étaient entassés dans ce local, et par manque de place, je me suis dit que là, il fallait peut-être
envisager de déménager dans de plus grands locaux et peut-être avoir un côté boutique et un côté centre de formation et avoir différentes pièces pour pouvoir proposer plusieurs formations en simultané en fait. Et du coup, la recherche de locaux était pareil, c'était super compliqué parce que en général, pour trouver un local commercial, c'est avec des agences immobilières et il y a des frais d'agence où il y a des droits, des pas de porte, les murs, il y a trop de trucs. Et pareil, en fait, j'ai tellement invoqué pour trouver un local sans avoir tous ces frais à payer et dans ma ville. Donc moi, j'habite à René-sous-Bois et tous mes locaux sont à René-sous-Bois. Et un jour, je tombe sur une agence, alors que j'avais parcouru tous les sites internet de location. Je tombe sur une annonce d'un local à Rony. J'appelle l'agence, elle me dit oui, le local est disponible. J'y vais sur place et je vois qu'il y a un numéro, les locaux sont vides. Au culot, j'appelle le numéro et en fait, c'était le propriétaire du local et lui, en fait, il avait contacté l'agence immobilière par manque de temps pour que l'agence s'occupe de trouver quelqu'un. Et je lui dis que j'étais intéressée par le local, etc. On s'est vu le soir même et comme c'était un musulman et tout, je suis tombée sur une perle et il était super compréhensif et il m'a aidé en fait. Il m'a tellement arrangé. Et donc pour ce local-là, par contre, il y avait de gros travaux à faire. Et c'était en période de Covid. Et en fait, j'avais pas forcément d'économie, mais je me suis dit que je me donnais les moyens de financer les travaux. Donc j'ai travaillé comme pas possible, j'ai tout mis de côté et j'ai trouvé une architecte et des artisans pour pouvoir faire les travaux. Et l'artisan, en fait, il m'a donné la possibilité de régler en plusieurs parties. Et j'ai eu aussi en fait, moi, j'ai jamais fait de crédit, mais j'ai eu le droit au... Comment on appelle ça, pendant le Covid, j'avais une aide prêt garanti État, PGE. Prêt garanti État. Et il fallait, c'était un pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente qu'on pouvait t'accorder. Et la seule condition, c'était de rembourser la totalité en moins d'1 an. Et si on ne remboursait pas la totalité en moins d'1 an, ça passait en crédit classique avec des intérêts. Donc franchement, j'y ai cru en moi. Je savais que j'allais pouvoir rembourser la totalité bien avant. Donc j'ai foncé, j'ai financé les travaux qui s'élevaient, je pense, à 60 000 €, je crois, au total. Et voilà, donc on a déménagé dans cette boutique / centre de formation à Rony. Et on est resté, la boutique existe toujours, mais du coup la partie centre de formation, on y est resté 1 an, parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était toujours autant petit par rapport à la demande. Il y avait beaucoup de frustration parce que certaines personnes voulaient faire des formations et on n'avait pas assez de place pour les accueillir. Et au même moment, je me suis séparée de certaines personnes avec qui je travaillais. C'était une période qui était hyper douloureuse et c'est à ce moment-là aussi où je me suis remise en question et j'ai voulu aussi arrêter. Et au final, en fait, ce lieu-là me rappelait trop de mauvais souvenirs, donc j'ai voulu repartir sur de bonnes bases et là je me suis dit bon, ça y est, je vais dans un plus grand espace et là j'ai dû investir plus de 80 000 €, presque 100 000 €. Et je les avais pas sur le moment les sous, mais l'artisan, j'ai fait appel au même artisan et pareil, il m'a dit t'inquiète pas, je vais t'arranger. Et à ce moment-là, j'ai travaillé pendant 8 mois, jour et nuit. Je me suis pas arrêtée et tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi dans les travaux. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le centre de formation qui fait 230 mètres carrés aujourd'hui. Moi, mes travaux, clairement, ils sont terminés au bout de 2 ans, parce que vu que c'est sur 2 étages, j'ai dû, en fait, tout ce que je gagnais, je devais le réinjecter à chaque fois, parce qu'il faut savoir, pour vous expliquer un petit peu brièvement, j'ai eu 2 abandons de chantier. Donc le premier abandon de chantier, j'avais payé à 80% l'artisan, parce que quand on est entrepreneur, malheureusement, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'il ne faut, et d'ailleurs, je vous conseille de ne payer jamais 80% un artisan de la somme totale. Moi, c'est ce que j'ai fait, et cette personne est partie avec mon argent, bien évidemment, sans réaliser les travaux en question. Donc, du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû trouver un nouvel artisan
pour pouvoir faire au moins les travaux d'une cabine de soins ainsi que de l'accueil. Et en fait, chaque mois, tout l'argent, même pas chaque mois, chaque semaine, tout l'argent que je touchais, c'était pour pouvoir faire les autres pièces du premier étage. Quand le premier étage est terminé, ça a peut-être pris, je sais pas moi, presque 7 ou 8 mois, je ne sais même pas. Et ben j'ai dû trouver également un autre artisan qui a dû faire le bas, c'est-à-dire le spa privatif. Et celui-ci a terminé fin avril 2023 de cette année. Moi, je n'avais pas du tout d'épargne à ce moment-là. Et il faut savoir que j'ai dû contracter un prêt pour pouvoir réaliser ces travaux. C'est un prêt sans intérêt. Il faut savoir qu'il y a des organismes de financement qui vous proposent, comme BPI, de financer vos projets jusqu'à hauteur de 30 000 € maximum. Donc il faut monter un dossier en béton. Il faut passer devant un jury de 8 personnes et ensuite, selon ça, ils peuvent vous accorder un prêt que vous allez rembourser sur 7 ans, mais sans aucun intérêt, c'est-à-dire un prêt à taux zéro. Donc, moi, c'est avec cet argent-là que j'ai pu, je n'ai pas pu financer les travaux, mais c'est avec cet argent-là que je comptais pour financer les travaux. Donc, j'ai monté mon dossier en béton, j'ai fait tout le nécessaire, ça a été accordé, sauf que cet argent-là, je l'ai donné à l'artisan qui est parti avec mon argent. Donc j'ai dû repartir même pas à zéro, mais à moins 200. Donc voilà, ma mère, elle m'a aidée à hauteur de 7 000 €. Mais il faut savoir que je suis à peu près aujourd'hui à plus de 100 000 € d'investissement dans mon établissement. Et je ne me paye toujours pas parce que je continue à payer les travaux jusqu'à présent, malgré que ce soit terminé. La foi que l'on a en Dieu, cette forte croyance, elle nous permet de lâcher prise et aussi de se dire qu'on contrôle les choses, mais tout n'est pas sous notre contrôle et qu'il faut accepter aussi son destin tout en donnant les moyens. Moi, en toute humilité, abandonner, ça m'est jamais passé à l'esprit. Comme elles ont pu le dire à plusieurs reprises, en fait, comme je dis, c'est tellement de sacrifices, tellement de choses qu'à aucun moment je peux pas lâcher. Pour tout ce que j'ai fait, déjà, c'est impossible d'arrêter. Comme elle a pu le dire, en plus, moi je suis bouddhiste pour le coup. Et franchement, mais j'ai pris des heures, des fois des 5 heures par jour. Et j'ai une foi énorme et une foi énorme en moi. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune chose que je ne peux pas faire. Et pour moi, c'est la clé aussi, c'est la gestion d'émotions. On n'a pas le temps en fait de déprimer trop longtemps, on n'a pas le temps non plus d'être trop content aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as réussi à atteindre un objectif que tu te dis allez, ça y est, c'est bon, et voilà. Parce que pareil, tu peux tuer ton entreprise comme ça. Donc faut vraiment réussir à avoir des émotions, parce que bon, on est quand même des êtres humains, mais assez stables pour toujours rester sur sa mission. Et à partir du moment où on a une mission qui nous dépasse, donc c'est pas juste Célia qui nous vend des produits capillaires, c'est limite, voilà, c'est qui veut changer le monde. Et quand c'est un projet qui nous dépasse, et ben là on est prêt à faire de très grandes choses pour de très grands projets, pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et j'avais entendu une personne d'ailleurs aussi dire un jour que c'est pas juste de l'argent justement, qu'il y a des personnes en fait qui sont là, qui vivent et qui attendent mon produit. Et c'est de ma faute si ces personnes-là elles sont dans la difficulté. C'est à moi de les trouver et de leur apporter la solution à leurs problèmes. Et en fait, encore une fois, je réponds à une demande et je me dois de leur fournir ce dont elles ont besoin. Et aussi, pour revenir encore sur ce qu'elle a dit, parce que je pense qu'en fait, c'est la même chose à peu près pour tout le monde, mais il ne faut pas oublier aussi d'où on vient. Et moi, je suis aussi à un stade où en fait, j'ai rien à perdre, de toute façon. Et que malheureusement, la société nous demande de prouver toujours plus. Mais le plus important, c'est pour nous-mêmes et pour notre communauté, et les personnes aussi qui vont arriver après, pour nos enfants, même si je n'ai pas encore d'enfants, mais pour les générations futures. Et on peut déjà être très fiers de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on doit encore aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et qu'on va le faire, surtout. Pour ma part, c'est très simple. C'est tapis de prière. Tout simplement, c'est à Dieu que je parle, c'est à Dieu que je partage tous mes soucis, c'est lui qui me connaît mieux. Donc c'est ma foi en Dieu qui me permet
de toujours rebondir et de garder en tête qu'aujourd'hui ça ne va pas forcément, mais demain ça ira mieux. Et lorsqu'il m'arrive des épreuves, enfin, je suis passée par deux grosses phases dans ma carrière entrepreneuriale. Là aujourd'hui j'ai une équipe de 14 personnes, donc il y a 14 personnes qui comptent sur moi, 14 personnes à qui je verse des salaires tous les mois, et juste pour ça je ne peux pas me permettre d'abandonner, et surtout d'avoir des personnes qui me poussent aussi à toujours aller plus loin, qui croient en l'entreprise et qui savent qu'aujourd'hui, même si l'entreprise est petite, demain lorsqu'elle sera au sommet, c'est tout le monde qui y gagnera, et voilà, c'est ce qui me permet à chaque fois de relativiser et de ne pas rester triste trop longtemps. Alors les salariés, c'est la meilleure pression. Franchement, quand tu sais que tu dois payer des gens à la fin du mois, t'as pas d'argent, hein, mais jusqu'au 30, tu vas trouver les sous. Tu vas les chercher. Et toi, Lia? Du coup, moi, pour ne pas abandonner, au moment où je vais abandonner, à chaque fois, je me dis, en fait, on est en France, et il faut faire des démarches pour abandonner son projet. C'est-à-dire qu'il faut payer. Et je me dis, à chaque fois, je me dis, mais en fait, je veux bien mettre mon énergie pour faire grandir mon entreprise, mais j'aurais absolument pas d'énergie pour aller payer pour arriver à mon entreprise. Donc, franchement, je me dis ça à chaque fois. Et après, je me dis aussi, moi, je suis quelqu'un de très visionnaire. Donc, j'ai une grande imagination. J'aime bien voir les choses en grand. Donc je me dis, mais en fait, là, je suis pas là où je veux être. Je me dis, Dieu, tu m'as donné ces épreuves-là pour que j'aille abandonner. Mais pourquoi, en fait? Donc j'aurais pleuré tout ça pour rien. Et je suis quelqu'un, je peux avoir du bonheur pour rien et je peux souffrir. Je vais jamais souffrir pour rien. Donc à chaque fois, je vais demander à Dieu, écoute, là, ok, aujourd'hui, je vais pas bien. Ok, aujourd'hui, telle chose se passe. Par contre, mon Dieu fait en sorte que demain, ça aille mieux, en fait. Parce que, et en fait, je le fatigue tous les jours. Et je pense que le fait que je le fatigue tellement que des fois, j'ai des solutions qui apparaissent dans mon esprit, je ne sais pas comment, mais en tout cas, j'arrive à solutionner les trucs. Donc, voilà. Et aussi, un truc tout bête, des fois, je vais mettre Netflix, Uber Eats, pendant 3 jours, je me dis, vas-y, je fais une pause dans ma tête pour recharger mes batteries, tout simplement. Merci les filles, merci. Du coup, là, on est arrivé au terme du compteur. Je vais vous laisser 30 secondes chacune pour nous dire quelles sont vos actualités, qu'est-ce que vous nous préparez en tout cas, parce que du coup, chacune des personnes qui est là est votre cible. Donc, dites-nous, Inès. Bien, pour l'agence DMC, nous espérons continuer à servir ces âmes entrepreneuriales ici en France et également à l'étranger. Et on espère un développement en Afrique que vous découvrirez. J'espère durant cette année 2024, si Dieu le veut. Donc pour ma part, déjà il y a la levée de fonds. Donc si vous voulez y participer avec grand plaisir. Donc on a 142 000, donc il manque à peu près 8 000 €. Donc je pense que ça va être les dernières semaines pour participer au projet. Et aussi l'évolution de la gamme de produits. Donc normalement 2024, un nouveau produit qui sort, ou plusieurs, on verra. Et voilà. Alors pour ma part, c'est surtout au niveau d'AMS Beauty. Donc on a énormément de nouveautés qui sortent en 2024, Inch'Allah, notamment des produits pour le teint. Donc là on est en train de finaliser les anti-cernes et les poudres libres. Après, je pense fin d'année 2024-2025, on travaillera sur les fonds de teint. On participera à la Foire de Paris en mai. Et à la NHA, du coup, ça sera notre troisième édition. Franchement, c'est trop bien la NHA, ça, je le vois. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. Et voilà, j'espère que vous allez voir un produit à MS Beauty de retour. Si c'est pas le cas 2024, en tout cas, ça le sera. Du coup, pour ma part, moi, pour 2024, j'aimerais bien élargir ma gamme de cosmétiques et de me diversifier aussi, de trouver un nouveau marché, c'est-à-dire l'Afrique. Et j'aimerais bien aussi développer une autre activité annexe afin de réinvestir certaines sommes de mon chiffre d'affaires dans d'autres activités pour avoir d'autres revenus, tout simplement. Merci.
La question posée à notre panel était la suivante. Quel est le secret pour faire de notre différence une force et s'imposer dans le monde du business? Voici leur réponse. Donc pour moi, le secret pour faire sa place en étant différent, c'est justement adorer sa différence, tout simplement. Même accentuer sa différence et ne pas avoir peur d'être soi-même. Et il y a forcément des personnes après qui vont aimer qui vous êtes et vouloir vous suivre dans votre aventure entrepreneuriale et avec vos projets. C'est dans un premier temps, du coup, avoir confiance en soi, d'avoir la rage de réussir, c'est hyper important, et de ne pas se limiter à ces différences. Parce que lorsqu'on se limite à ces différences, du coup, on reste limité et on ne fait strictement rien. Donc pour moi, ce n'est être noir, être une femme ou être même une femme voilée, cela n'empêche pas que tu vas réussir. Par contre, cela inclut que ce sera peut-être plus difficile pour toi au niveau de ton chemin pour atteindre tes objectifs, mais ce n'est pas impossible. Donc à partir du moment où tu sais que ce n'est pas impossible, tu vas devoir trouver des moyens pour aller là où tu veux être, et vraiment ton expérience, ton expertise, ta force de ne jamais abandonner te permettra d'aller très loin, quelle que soit ta différence. Je ne dirais pas que la différence que l'on a peut être une force, mais je dirais plutôt qu'on peut faire en sorte qu'elle nous accompagne dans notre activité, tout en faisant en sorte qu'elle ne soit pas un frein dans nos ventes et dans notre développement. C'est-à-dire qu'en mettant en avant son expertise, en partageant des conseils, aujourd'hui on ne voit plus la Inès qui est voilée, mais la Inès qui est experte dans son domaine d'activité. Et c'est en ce sens qu'il faut travailler, donc mettre vraiment en avant son expertise pour faire de sa singularité une force. Dernière conférence dispensée par la fondatrice de Mentorise, Halima Camara, J'ai du chiffre et après, conférence à laquelle elle a partagé ses meilleurs conseils pour pérenniser une entreprise rentable. Regardez. Vous voulez faire de l'argent aussi? Ouais. Si vous suivez tous les enseignements que je vais vous expliquer ici aujourd'hui, votre entreprise, elle va vivre. Si vous ne suivez rien, arrêtez tout de suite. Vous allez pleurer, vous allez perdre votre argent, votre entreprise va fermer. Souvent, on pense que quand on est au démarrage, c'est le plus difficile. On pense que on n'arrive pas à trouver de clients, on a investi dans du stock, on a dit à nos proches qu'on allait créer une entreprise. Sauf que quand vos proches vous posent des questions sur cette entreprise-là, vous ne pouvez rien dire, vous n'avez pas de clients. Ou alors si vous en avez quelques-uns, mais c'est ces proches même là, c'est eux qui vous ont acheté vos premiers produits ou vos premiers services. Donc vous n'êtes plus du tout crédible. Et vous estimez que l'entrepreneuriat c'est difficile, que vous peinez à démarrer, etc. En réalité, c'est la meilleure période. C'est la période la plus simple. Parce que quand vous allez commencer à générer du chiffre d'affaires et à avoir une entreprise rentable, c'est là que viennent les vraies difficultés. Et si vous ne faites pas le switch dont je vais vous parler aujourd'hui, cette entreprise-là, elle ne perdurera pas. Donc, escalader la montagne est plus difficile que de rester en bas. Et je vais vous parler d'une entreprise qui s'appelle WeWork. Est-ce que vous connaissez WeWork? Tout le monde connaît WeWork. Donc, c'est des espaces de coworking qu'on retrouve un peu partout dans le monde, notamment à Paris, à La Défense. Donc, c'est des super beaux espaces. N'importe quel entrepreneur qui y va, il fait de l'argent, tellement c'est beau. WeWork, ça a été créé par cet homme qui s'appelle Adam Neumann. Et aujourd'hui, WeWork a fait faillite. Pourtant, c'est une entreprise qui a été valorisée à 47 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous arrivez à... On parle en milliards. C'est pas nos petits 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 2 000 euros, vous voyez. C'est 47 milliards. Alors, comment une entreprise évaluée à autant de chiffre d'affaires a pu faire faillite en un rien de temps? Et pour ça, les Américains, ils ont utilisé un mot, ça s'appelle « the rise and fall » de WeWork. C'est-à-dire que WeWork a eu, en un court laps de temps, en quelques années, une ascension fulgurante, mais aussi une chute beaucoup plus rapide. On va essayer de voir pourquoi est-ce que WeWork a fait
cette ascension-là et a eu cette chute-là, et comment est-ce que nous, on peut s'en préserver, ou comment est-ce qu'on peut faire pour nous rester juste dans cette ascension. Alors WeWork, comme je vous l'ai dit, c'est des espaces de coworking. Donc au début, cet homme-là, Adam Newman, il est arrivé, il s'est dit, il y a plein d'entreprises qui font faillite et qui ont des locaux abandonnés, donc des locaux qu'ils ont investis pour leur entreprise. Et à côté de ça, il y a plein d'entrepreneurs qui, eux, n'ont pas les moyens d'investir dans des locaux, mais du coup, souhaitent louer, avoir un espèce de système d'adhésion pour avoir accès à des bureaux, avec tout le service premium qui va avec. Donc, super, l'idée plaît, il y a beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis. Très rapidement, il va louer des bâtiments qu'il va retaper et qu'il va ensuite sous-louer à des entrepreneurs. L'idée plaît, beaucoup d'entrepreneurs vont aller prendre leur adhésion chez WeWork, à tel point que du coup, le dirigeant Adam Newman va aller chercher des investisseurs pour croître encore plus. Et en fait, Adam Newman, il a une capacité que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. À votre avis, c'est quoi? Comment on fait pour convaincre des investisseurs? Il sait vendre. Comme quand on vend quelque chose à un client. Donc quand il a affaire à des investisseurs, il sait leur vendre son produit WeWork. Donc là, il y a plein d'investisseurs qui vont courir pour investir dans WeWork et faire en sorte que cette boîte puisse être en ultra croissance. Donc on n'est même plus dans de la croissance normale où tu prends des investisseurs qui mettent des sous et on y va. Là, on arrive à un stade d'ultra croissance. Mais il y a un problème. Adam Newman, il sait vendre. En revanche, il ne sait pas diriger une entreprise. Et l'argent qu'il va faire sortir de sa boîte, ça va constituer un trou énorme. Tellement énorme que les investissements des investisseurs ne vont jamais combler ce trou-là. Et on connaît, surtout nous, on a un petit business, on fait rentrer 2-3 clients, ça y est, on se dit « Ah, j'ai de l'argent, je suis riche. Je vais commencer à m'acheter ça et ça. » Et après, on se rend vite compte que, en fait, non. L'argent est rentré une fois, mais il n'est pas rentré 2 fois. Et donc, du coup, Adam Newman, il va cramer beaucoup d'argent. À un moment donné, les investisseurs ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont dire, attends, on fait rentrer de l'argent, mais à côté de ça, toi, tu en crames autant. Et en fait, ça ne va jamais s'arranger. Ça va être de pire en pire. Donc l'empire WeWork va avoir de plus en plus de dettes jusqu'à s'effondrer en un rien de temps. À la fin, on se rend compte de quoi? Quand les investisseurs ont retrouvé raison, qui décident d'écarter Adam Newman de ses fonctions, parce que quand tu as des investisseurs qui ont beaucoup de parts dans ta boîte, du jour au lendemain, ils peuvent te dire « Eh oh, t'es pas apte à diriger, donc ciao ». Et bien du coup, il revoit le modèle économique de WeWork. Sauf qu'il se rend compte de quoi? Le modèle économique de WeWork est basé sur de la location. Ça veut dire que dans tous les biens que WeWork a, il n'y en a aucun qui lui appartient. En fait, il est juste endetté, il doit juste payer des sous à ses propriétaires. Et donc il se rend compte qu'en fait, même eux, ils ne pourront même pas vendre de biens si jamais l'entreprise ferme. Au contraire, ils doivent juste de l'argent des propriétaires. Et donc il se rend compte qu'en fait, le modèle économique de WeWork est complètement bancal. C'est juste un château de cartes qu'il suffit qu'il y ait un peu de vent et tout s'écroule. Ensuite, ils se rendent compte que finalement, en fait, ils ont peut-être investi un peu trop vite. Ils ont investi beaucoup d'argent. Et qu'une boîte qui passe en 4 ans de 0 à 47 milliards d'évaluation, en fait, c'était juste ouf. Donc c'est comme si moi, je viens, je joue avec mes petits pains au chocolat. Je leur dis, voilà, je vends des pains au chocolat, mais c'est pas des pains au chocolat. Hein. C'est un pain spécial avec du chocolat. Investissez. Et les gens sont séduits par ces pains-là et décident d'investir énormément d'argent. Puis à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, c'est juste le même pain au chocolat qu'on trouve chez le boulanger d'à côté. Donc, en réalité,
la boîte, elle n'est pas du tout valorisée à ce chiffre-là. Donc en réalité, même s'ils décident de revendre, etc., ils n'en tireront pas forcément de bénéfices. Ensuite, on se rend compte que le dirigeant qu'ils ont pris, c'est pas un charlatan, mais est-ce que réellement son but c'était de diriger cette entreprise, de créer cet empire, ou c'était juste une personne qui savait très bien parler, très bien convaincre, et du coup, ça a amené ce qu'on appelle un effet domino inévitable. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une pièce qui tombe et tout s'écroule. Donc là, vous me dites, oui, mais Halima, là on parle de New York, 47 milliards, New York, Paris, le monde. Moi, avec ma petite entreprise, je ne compte pas viser tout ça, je ne suis pas aussi ambitieuse. Je ne pense pas que j'en arriverai au stade de WeWork. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, elle met beaucoup de temps à monter, mais pour tomber, ça peut être très rapide. Et d'ailleurs, j'en ai fait les frais moi-même, d'un effet domino qui a failli me mettre KO. Mentoris, ça a été créé en 2019. 2020 et 2021, on va signer nos plus belles croissances. À tel point que je vais devoir recruter les premiers membres de mon équipe. Donc je commence par recruter une charge administrative qui va me soulager au niveau administratif. Ensuite, un premier mentor et ensuite d'autres mentors qui vont suivre et qui va m'amener jusqu'à une équipe de 8 personnes. Tout se passe bien, comme sur des roulettes. Sauf que fin 2021, il y a un petit bébé qui fait son apparition. Et ce petit bébé, il me met KO. Donc il n'est pas encore arrivé, mais je suis déjà KO. Et ce qui se passe, c'est que je dois arrêter tout ce que je fais. C'est-à-dire que toutes mes fonctions au sein de l'entreprise, je dois les mettre en stand-by. Et le problème, c'est que j'ai recruté, mais j'ai recruté personne à mon poste. Donc, il suffit d'un seul domino pour faire écouler une boîte. Au fin fond d'un lit d'hôpital, tu ne vas pas recruter. Tu es déjà en train de te battre toi-même pour vivre. Je peux te dire, ton entreprise, c'est le cadet de tes soucis. Et donc, un effet domino, un seul domino qui tombe, et l'entreprise tombe. On n'a pas besoin d'être WeWork. Il suffit qu'on ait des salariés, même si on n'a pas de salariés, des collaborateurs, des charges. Et à ce moment-là, il y avait des charges, beaucoup de charges. Et en fait, je ne peux pas m'arrêter. Donc, comme elle disait Assita tout à l'heure, elle avait un diplôme à obtenir au fin fond de son lit, elle étudiait. Mais c'est pas tout le monde qui peut. Et si ça s'arrête, ta boîte s'arrête. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des éléments à prendre en compte quand on a une entreprise qui génère de l'argent. On ne peut pas simplement se dire « Allez, je génère, j'y vais, et après on verra comment ça se passe. » Non. Quand vous générez de l'argent, que vos équipes commencent à s'agrandir, que vous commencez à recruter, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous changez de rôle. Vous passez d'un technicien, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, à un dirigeant. Et c'est un tout autre poste. Aujourd'hui, Dieu merci, on a plein de formations qui nous permettent de créer notre entreprise. Mais elles sont où les formations là pour diriger? Et quand on dit diriger, c'est pas seulement venir nous parler de oui, la compta, les finances, non. La posture même. Comment est-ce que je mène ma barque? Comment est-ce que je pilote mon entreprise en étant dirigeante et pas technicienne? Comment est-ce que je manage? Parce que manager aussi, c'est un métier, c'est une compétence. Si vous venez, vous dites à quelqu'un de faire un travail qui ne fait pas ce travail ou qui le fait mal, qu'est-ce qui se passe? Vous le licenciez? Comment ça se passe le licenciement? Si vous collaborez avec des personnes à qui vous déléguez, comment ça se passe aussi? Donc tout ça, c'est des critères à prendre en compte. Si vous voyez bien, j'ai dit comment j'ai fait du chiffre et pas comment je fais du chiffre. Pourquoi? Parce que cet argent qui vous a permis d'être rentable, vous avez forcément mis à un moment donné une stratégie ou une action en place. Et cette stratégie ou cette action, elle vous a permis d'être rentable. Et donc vous devez déjà analyser ces données-là et dire, bon ça c'est ce qui m'a permis de gagner de l'argent et d'arriver là où j'en suis.
Ok, maintenant je capitalise sur ça, à mort. Ce levier-là, je ne lâche pas. Parce qu'au début, quand on est lancé, on est en recherche, d'accord? C'est ce qu'on appelle un peu la R&D. Une fois qu'on a trouvé un peu notre formule magique, on mise sur ça. Donc, souvenez-vous maintenant, toutes les fois où vous avez fait du chiffre, comment est-ce que vous avez fait? Ensuite, je me pose la question de comment je m'entoure. Ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir tout faire. Donc, vous allez devoir déléguer, que ce soit à des salariés, à des indépendants, ou même mettre en place de l'automatisation. Mais comment je fais? Comment je m'entoure? Quel est le modèle le plus avantageux pour moi? Commencez déjà à y réfléchir. Sur quel poste déjà vous allez recruter? Même si vous recrutez que 5 heures par semaine ou 5 heures par mois un freelance, c'est déjà du recrutement. C'est déjà du management. Vous êtes déjà dans une autre posture. Ok? Ensuite, c'est comment je redistribue cet argent. L'argent qui est rentré. Dans quoi je réinvestis? Est-ce que je réinvestis dans le recrutement? Je réinvestis encore dans ma R&D. Je réinvestis dans mon recrutement. Je réinvestis dans mon marketing. Parce que la stratégie là, qui m'a permis d'être rentable, peut-être qu'il faut que j'injecte encore plus d'argent pour qu'elle soit encore plus rentable. Donc analysez votre argent, qu'est-ce que vous en faites? Quand vous avez votre salaire, vous savez que vous avez votre loyer à payer. Vous savez que vous devez payer peut-être la cantine de vos enfants, les activités. Ben là c'est pareil. C'est où je mets mon argent avant de le gaspiller comme ça. Ensuite, comment j'incarne et je prends soin de mon rôle. Donc comme j'ai dit, vous passez en tant que dirigeante. Donc vous êtes la chef. Vous devez prendre soin de vous en tant que dirigeante. Et je sais qu'aujourd'hui, on a toutes plein de casquettes. Si je ne prends pas soin de moi en tant que dirigeante, ben mon entreprise, elle coule aussi. Parce que c'est moi qui incarne l'entreprise. Les gens qui vont travailler avec vous, vous allez payer pour vous aider dans cette entreprise-là, ils ne vont pas s'investir tout le temps. Au début, ils vont penser à vous, ils vont dire « Oh, c'est cool, elle est trop gentille, c'est trop bien ce qu'on fait au sein de l'entreprise. » Mais au bout de 4-5 mois, si c'est un freelance, il y a d'autres clients qui sont arrivés, donc vous passez en second plan. Un salarié, il va dire « Ah bah c'est la fiesta, elle n'est pas là, je fais ce que je veux. » Donc, vous devez vraiment incarner ce rôle, prendre soin de vous, et surtout, amener vers les gens avec qui vous travaillez votre vision. Ok? Ensuite, c'est comment je me développe. Et ça, c'est la question que les gens qui font du chiffre, ils se posent pas. En fait, ils se disent, bon, il y a de l'argent qui rentre un peu, je suis un peu rentable, mais ils se disent pas que ça peut s'arrêter à un moment donné. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour me développer? Adam Neumann, il a mis en place un truc qui est quand même très intéressant. C'est qu'il a créé autour de WeWork d'autres compagnies. Au final, il a créé une compagnie mère qui s'appelle la We Company. Et ensuite, la We Company, il y avait We Grow, We Kids, We, un truc de spiritualité. Donc le jour où il a quitté WeWork, il n'est pas parti pauvre. Hein. Il est parti avec 1,7 milliard de dollars. Parce qu'à côté, il a développé des choses. Et ce plan-là, il existe depuis longtemps. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Disney. Il y a des années, il a créé un plan qui s'appelle le Disney Plan. C'est comment Disney va être créé et va perdurer. Et ce qui est fou, c'est que cette vision, elle s'est réalisée. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a Disney fait du streaming vidéo. On peut payer Disney pour avoir accès à du contenu. Ben, figurez-vous que dans ce plan-là, il l'avait noté. Pourtant, c'était à une époque, la télé était en noir et blanc. Regardez sa photo. Comment lui, il aurait pu savoir qu'un jour dans le monde, viendra un moment où on pourra streamer, etc. et Disney en fera partie? Il ne pouvait pas le savoir. Il l'a juste imaginé et pensé et planifié. Donc tous ceux qui sont venus après lui ont continué cette stratégie-là. Mais dès le départ, ils savaient que Disney ne pouvait pas s'arrêter qu'à des studios, qu'à des dessins animés. Il a créé un parc. Il a créé des bandes dessinées. Il a créé des personnages qui sont des marques aujourd'hui, dont on parle encore aujourd'hui. Il a créé des e-commerce. Quand vous allez à Disney, vous achetez des produits. Mais même quand vous allez chez Kiabi,
vous avez des vêtements avec les personnages de Disney. Donc comment je me développe? C'est de se dire quelles sont les différentes manières à partir de mon entreprise que je peux faire de l'argent. Ou tout simplement, quelles sont les différentes manières dans mon entreprise de faire de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de créer d'autres structures, mais juste le fait de diversifier vos produits et vos offres, c'est une manière de faire de l'argent. Enfin, mais celui qui avance vers le sommet ira toujours plus loin que celui qui le regarde. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous. Vous êtes toutes des entrepreneurs ou en voie de vous lancer comme moi. Je vous invite à sortir de votre peau d'entrepreneur solo, de viser plus loin, de viser plus grand et de vous considérer dès aujourd'hui comme des dirigeants d'entreprise. Je veux que vous sortiez de votre entreprise et que vous travailliez sur votre entreprise. Je veux que vous vous teniez toute la main, vous soyez solidaires, vous créez une synergie, parce qu'à nous toutes, on peut être un pouvoir économique. Un pouvoir économique pour nos petites sœurs, pour nos enfants, pour notre futur, tout simplement. Et c'est en créant plein d'entreprises à impact comme ça qu'on va générer de l'argent et on va avoir une sorte de pouvoir et qu'on pourra faire changer les choses. Certes, on entreprend parce qu'on cherche une certaine liberté, mais aussi c'est parce qu'on nous ferme des portes. Et aujourd'hui, il est temps qu'on arrête de voir petit. Les entrepreneurs que vous avez vus ici, elles ont démarré comme vous. Certaines de leur chambre, d'autres dans elles n'avaient même pas de locaux, rien du tout. Et pourtant, aujourd'hui, elles ont des salariés. Et enfin, la question qui a été posée à Halima est la suivante. Bien que notre entreprise soit pérenne, comment innover et ne pas tomber dans la routine? Voici sa réponse. Alors c'est simple, il faut constamment être en veille, être au courant de ce qui se passe sur ton marché, mais surtout des besoins de ta cible. La veille sur la cible, je pense qu'elle est la plus importante. Savoir ce que la cible recherche, quels sont ses besoins, quelles sont leurs attentes, ça va vous permettre d'innover et d'amener toujours de la nouveauté dans votre entreprise. Alors je remercie Halima et Nangalé d'avoir organisé cet événement. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager mon expérience. Là, je souhaite à Nangalé et à Halima d'organiser encore plus d'événements comme celui-ci parce que ça permet vraiment aux femmes d'avoir un boost, un shoot de motivation et surtout qu'elles puissent prendre conscience de leurs valeurs et comprendre aussi que si elles ont un projet, elles sont capables de le réaliser. Grand merci pour cet événement, très beau lieu. Très belles personnes, que ce soit dans le public et dans l'organisation. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment honorée d'avoir pu participer à cette conférence. Donc continuez et j'espère être là, pourquoi pas l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir invitée à cette conférence. Ça m'a vraiment touchée quand j'ai reçu l'invitation. Et surtout vraiment, Halima, on a eu l'occasion de parler par rapport à mon parcours. Et je suis vraiment honorée que tu m'aies invitée ici pour parler de mon parcours parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement et je sais que voilà, tu es la fondatrice de Mentorise que je suis également et vraiment bravo pour cet événement parce qu'il est vraiment top. Tu as vraiment mis l'accent sur différents profils de femmes et je t'encourage vraiment à continuer ton activité même lorsque tu voulais l'arrêter parce que tu le mérites. Halima, Nang et Stécie, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre invitation. Ce fut un plaisir pour moi d'intervenir dans cet événement. Je trouve qu'il a été super bien organisé, qu'il était riche en contenu, que les entrepreneuses partent armées justement pour développer au mieux leur activité. Donc merci pour l'ensemble de cette organisation et cette invitation. Super événement, au top. Honnêtement, surtout en cette fin d'année 2023, bien se requinquer pour partir à fond en 2024. Très contente, très satisfaite et voilà, mon cahier il est plein là. On est bon. C'est la première fois que je viens à un événement de Mentorise et que je découvre Mentorise aussi en même temps. Et en fait, je suis agréablement surprise de tout ce qui s'est passé aujourd'hui parce que les interventions étaient vraiment de qualité. Les personnes qui étaient là étaient vraiment toutes des personnes de qualité. J'ai beaucoup appris au niveau du mindset. J'ai déjà mon entreprise, mais c'est toujours très très bien en fait de voir que il y a des choses qu'on ne sait pas encore et qu'on apprend. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Et surtout, j'ai connecté avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans la vie du quotidien. Donc, pour tout ça, je dis merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci également à Halima, Nangalé et Stécie d'avoir fait de l'Analydiso votre partenaire média.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à nous suivre pour ne rien manquer. Et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez promouvoir votre business dans notre média, n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'était Niara de l'Analydiso. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledi.